C'est toi qui commences, Brigitte. Oui, alors vous ne décrivez pas la façon dont ça va se Ah passer si tu veux. Vas-y. Alors, donc ça va se passer en plusieurs temps, comme le dit Brigitte. On va vous présenter la structure de l'ouvrage, puis après on va demander des points de vue à des auteurs de l'ouvrage, parce que c'est un ouvrage coécrit avec plein de gens. Voilà. Et puis on va demander aussi à une lectrice. Alors je ne sais pas si elle a eu le temps de tout lire, mais on lui a communiqué l'ouvrage et elle va nous parler de ça. Et c'est très bien, on la remercie. Voilà. À toi. Très bien. Donc moi, dans le groupe des éditrices, j'étais pas chargée donc de vous parler du processus d'édition de cet ouvrage. Et comme chacun sait ou imagine, un processus d'édition est toujours une longue aventure, souvent semée d'embûches, mais également agrémentée d'échanges riches et constructifs. Et l'édition de l'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui n'a pas échappé à cette règle. Donc ce projet est né en fin d'année 2018 sous l'impulsion du comité de pilotage d'ELEA, auquel nous appartenions toutes les trois à l'époque. Réjeanne a tout de suite déclaré son intérêt pour porter le projet et nous a embarqués avec elle, Catherine et moi, à notre plus grande satisfaction. Donc, la principale motivation au cœur de ce projet était de proposer un ouvrage à paraître en 2021 pour les 10 ans d'ELEA. Donc, nous étions optimistes à l'époque, qui constituerait un point d'étape pour les 10 ans du réseau et permettrait de mettre en lumière et de questionner également son fonctionnement, son développement et ses apports pour la recherche en éducation. D'emblée, notre souhait était de collecter un ensemble de regards croisés sur la construction des savoirs au sein du réseau d'ELEA et ainsi de donner à voir la richesse des expériences accumulées en 10 ans. Je vais maintenant donc vous dire, comme je l'ai annoncé, quelques mots sur la façon dont s'est déroulé le travail d'édition de l'ouvrage. Nos premières réunions ont eu lieu en décembre 2018. Elles ont servi à rédiger le projet éditorial que nous avons décidé de soumettre au PUR en visant plus précisément la collection PADEA qui est centrée sur l'étude des processus éducatifs formels et informels. Nous avons effectué cette soumission juste avant les vacances de Noël 2018 et avons obtenu très rapidement l'accord des éditeurs, soit fin janvier 2019. Suite à cela, nous avons lancé un appel à contribution scientifique en direction des auteurs, des acteurs, à la fois des Léa en activité et aussi des anciens Léa. Cet appel a été diffusé avec le projet éditorial dans lequel il était indiqué que l'ouvrage s'organiserait en 3 axes de questionnement. Le premier axe concernant les savoirs et ressources pour la classe, l'enseignement et l'apprentissage. Le second axe concernant les savoirs et ressources pour la formation et le développement professionnel. Et enfin, un dernier axe centré sur les apports méthodologiques et épistémologiques d'ELEA. Courant mai 2019, nous avons reçu les premières propositions des auteurs intéressés. Ces derniers nous ont envoyé un texte de 2-3 pages, rédigé autour d'une trame qui leur avait été envoyée. Donc, après avoir étudié ces propositions, nous les avons réparties dans les 3 axes et chacune d'entre nous a pris en charge l'un de ces axes. Réjeanne le 3e, Catherine le 2e et moi le 1er. En juin 2019, nous avons adressé un message aux auteurs pour leur indiquer que leur proposition était acceptée, mais avec une petite réserve qui était qu'ils acceptaient d'être dans l'axe, même s'ils avaient fait une proposition, nous, ensuite, avec l'étude, on les a affectés à un axe, si on peut dire. Donc, ils acceptaient ce choix d'axe et aussi le fait de recadrer leur texte autour des questions de cet axe. Et nous les avons informés qu'on attendait leur V1, la V1 de leur chapitre, pour le 15 septembre. À partir de cette ossature en 3 axes de questionnement, les correspondants IFE et Léa d'une dizaine de lieux d'éducation associés ont été sollicités fin juin pour préparer un témoignage. C'est un texte de 4 à 6 pages et ce pour fin septembre 2019. Cette sollicitation ciblée a permis d'une part d'élargir le périmètre des Léa représentés dans l'ouvrage et d'autre part d'étendre la collection de points de vue à des acteurs du réseau qui n'avaient pas proposé de chapitre scientifique.
On peut donc dire que la première année de travail a permis de produire une première version de l'ensemble des textes, chapitres et ouvrages qui figurent dans l'ouvrage que vous allez avoir en main courant novembre, j'espère. Se sont ensuite engagés de nombreux échanges entre les éditrices et les auteurs, dont Catherine va vous dire ensuite quelques mots, qui ont conduit à une version complète de l'ouvrage qui a été soumise au PUR pour expertise en novembre 2020, soit 2 ans après le lancement du projet. En janvier 2021, nous avons eu le retour de l'expertise des PUR qui était favorable et qui nous ont donc donné le feu vert pour la finalisation de l'ouvrage. 9 mois se sont alors écoulés, au cours desquels les auteurs ont produit la version N-1 de leur texte, ce qui a permis d'envoyer au PUR en septembre 2021 l'ensemble de l'ouvrage pour une mise en production. C'est alors mise en place une nouvelle phase d'échange, mais cette fois entre les PUR, les éditrices et les auteurs, autour surtout de questions de mise en forme et notamment de mise à disposition d'illustrations jugées de qualité suffisante pour être intégrées à certains chapitres de l'ouvrage. Et ça a été vraiment un gros boulot. Donc, une fois ce travail accompli, les PUR nous ont envoyé une première épreuve de l'ouvrage début juillet 2022, donc assez récemment. L'ensemble des auteurs a été sollicité pour effectuer une relecture attentive de cette épreuve, et ce dans des délais très courts et de surcroît pendant la coupure estivale. Donc, un grand merci à tous les auteurs qui sont nombreux, comme vous allez le voir. Mi-août dernier, les PUR nous ont envoyé la deuxième épreuve, mais cette fois uniquement aux 3 éditrices, et on a vérifié que toutes les modifications demandées suite à la lecture de la première épreuve avaient été bien prises en compte. Et ensuite, c'est ainsi que s'est lancée vraiment la production de l'ouvrage, et qu'après pratiquement 4 ans de travail intense, nous sommes en mesure de vous présenter ce travail. Voilà, je passe la parole à Catherine. Donc moi je vais vous dire un petit mot du processus d'écriture, alors sans entrer bien sûr dans tout le détail. Donc après l'acceptation de l'éditeur, donc je remonte un petit peu dans le temps par rapport au point où était arrivée Brigitte, et la répartition des versions des chapitres autour des 3 parties, des 3 questions vives de l'ouvrage, nous avons sollicité 3 autres chercheurs pour accompagner le processus d'écriture de chacune de ces parties. Donc ces 3 chercheurs sont Carole Lehenaf, Luc Trouche et Jean-Charles Chaban, formant ainsi ce que nous avons appelé pendant notre travail éditorial des binômes de synthèse. Un drôle de mot, mais ça nous permettait de dire moi je suis avec mon binôme, voilà, où j'en suis avec mon binôme. Alors, dans la procédure classique d'accompagnement, bien sûr, en tant que porteur, on va dire, de cette synthèse et des problématiques de chacune des parties, ces binômes donc, ont relu l'ensemble de la partie les concernant, c'est-à-dire pas tout l'ouvrage, mais à plusieurs reprises, et puis nous avons procédé à la préparation de ces synthèses. Alors ces synthèses, les 3 parties, donc la première, donc Brigitte Gruson a travaillé avec Carole Lehenaf sur les questions plus didactiques. Moi, pour la partie 2, on devrait se présenter en dernier, mais bon, je suis au milieu. J'ai travaillé avec Luc Trouche sur la question du développement professionnel. Et puis Réjeanne, donc, a travaillé avec Jean-Charles Chaban sur la 3e partie, qui est plus une problématisation des recherches collaboratives ou les recherches qui impliquent des collectifs. Alors, pour illustrer rapidement ce travail de synthèse et de problématisation, je vais vous dire un petit peu ce qu'on a fait dans la partie 2, évidemment celle que je connais le mieux, sur le développement professionnel des acteurs. Alors, au cœur de cette problématique du développement professionnel, Luc Trouche et moi, nous nous intéressons à des objets de recherche un peu différents, avec des problématiques, des cadres théoriques, des méthodologies de recherche qui sont assez différents. Alors, Luc Trouche s'intéresse à la question des ressources. Il a développé un cadre théorique, l'approche documentaire du didactique. Et moi, pour ce qui me concerne, je m'intéresse au processus de développement avec une entrée psychologie développementale. Et je m'intéresse particulièrement à l'instrumentation, comment on peut concevoir des outils qui soutiennent les apprentissages et du développement. Alors, en conséquence, vous l'imaginez bien, c'est avec des lunettes différentes que nous avons chaussé des lunettes différentes pour relire l'ensemble des chapitres et des témoignages de la partie qui nous concernait, donc la partie 2,
pour en faire la synthèse. Et donc, en trouvant chacun des entrées sur les ressources, sur le développement, et en développant cette partie. Alors, pour nous, en tant que chercheurs, cette écriture a aussi été une occasion d'articuler nos approches et de nous enrichir mutuellement. On peut dire qu'elle a donc contribué, en quelque sorte, à notre propre développement. Alors, dans cet ouvrage, il y a des éléments... Alors, nous avons produit collectivement, toutes les trois, une introduction de l'ouvrage qui à la fois problématise les questions en jeu en 10 ans de recherche dans l'ILEA, et puis qui également présente bien sûr classiquement la structure de l'ouvrage. Et puis on s'est dit, ce serait quand même bien de présenter l'histoire du réseau. Et nous avons sollicité pour cela Aristide Criquet, qui avait travaillé dans le réseau, qui à l'époque était un des membres du réseau, qui est enseignant dans l'Académie de Grenoble. Et lui, il a dit, mais consacrer un chapitre classique pour décrire l'histoire, il s'est passé ceci puis cela, ça paraît pas forcément très motivant pour le lecteur, on va dire. Et il a eu l'idée de réaliser ce qu'il appelait une sorte de livre accordéon. Moi, ça me faisait beaucoup penser au livre des Incas. Mais cependant, ce format, qui était vraiment intéressant, n'était pas compatible avec les normes éditoriales des PUR, Presse universitaire de Rennes. Et donc, nous avons fait le choix d'une frise. C'est-à-dire que nous n'avons pas pu faire un accordéon. Nous avons présenté un certain nombre de pages successives pour montrer ce développement. Alors, nous avons 4 points d'entrée dans cette frise qui s'affichent à l'écran. Nous avons les événements annuels récurrents. Alors, les événements annuels récurrents, aujourd'hui, vous participez à un de ces événements annuels récurrents, qui est le séminaire de rentrée d'ELEA. Le deuxième événement récurrent, ce sont les rencontres internationales d'ELEA qui se déroulent au mois de mai, généralement. Alors, nous avons dans les frises... Quand vous aurez l'ouvrage entre les mains, vous verrez que nous avons mis chaque fois les titres des conférences invitées, parce que chacune, finalement, de ces conférences a participé à la construction du réseau en problématisant certains aspects. Donc la première conférence inaugurale par Gérard Sansevie a vraiment posé des bases particulièrement intéressantes. Réjeanne reviendra sur la contribution à l'ouvrage de Gérard Sansevie. Et puis, vous verrez que dans l'histoire du dispositif, il y a plein de questions qui ont été abordées. Alors, il faut savoir, ça, vous ne le verrez pas dans la frise, mais que toutes les interventions ont été filmées, elles sont disponibles sur le réseau. La deuxième case, légèrement plus foncée, si on prend les couleurs de la frise, ce sont les temps forts. Mais cette fois, ce n'est pas les événements annuels, parce que ceux-là, ils sont déjà faits avant. C'est plutôt les événements marquants, soit dans la mise en place du réseau. La première année, qu'est-ce qu'on a fait pour que ce réseau existe ici, au sein de l'IFE, qui se créait à ce moment-là, on était passé de l'INRP à l'IFE, et qui s'intégrait à l'ENS. Donc il y avait des instances à rencontrer, etc. Donc vous verrez tout ce qu'on a fait pour le mettre en place. Vous verrez la mise en place des instances. Certaines existent depuis le début, puis d'autres se sont mises en place progressivement. Vous verrez aussi comment se met en place la reconnaissance sociale du réseau, avec un nombre croissant de publications. Donc plus on avance dans le temps, plus vous voyez que l'espace se remplit. Le déploiement, donc on a vu ce matin avec le ministère de l'Agriculture et de c'est pas la reconnaissance, la souveraineté alimentaire. Alors ça, c'est important. Non, mais c'est très, très important. Je partage cette idée. Vous verrez son extension internationale qui était largement développée ce matin. Quand est-ce qu'elle arrive? Quelle forme elle prend? Un séminaire de recherche, le Creuset d'analyse recherche... Le Creuset de recherche, le CRAC. Le Creuset d'analyse des recherches collaboratives. Vous verrez aussi une formation qui s'est appuyée sur les recherches menées dans l'EA, et puis l'élargissement des modes de communication. Vous verrez également... ensuite, c'est plus simple. J'ai l'impression que je n'ai pas pris le bon papier. Vous verrez, ensuite, ce sont les publications, mais cette fois-ci, ce n'est pas l'ensemble des publications, comme celles qui ont été présentées ce matin. Ce sont plutôt les publications qui problématisent la question du réseau, qui analysent ce qui se passe dans le réseau.
Et puis enfin, dernier point, le plus foncé dans la frise, ce sont la construction des outils qui ont structuré le développement du réseau dans tous ces aspects, outils qui sont devenus des instruments, qui ont soutenu ces recherches, impliquant donc des collectifs de recherche qui n'étaient pas évidents. Tous ces outils se sont construits chemin faisant, donc vous verrez que certains outils disparaissent avec le temps, quand d'autres apparaissent. Et cela s'inscrit, comme l'a souligné Brigitte ce matin, Brigitte Darchy-Coquelin, dans le processus long de la construction du réseau. Et on obtient quoi? Un ouvrage avec 26 textes issus de 98 auteurs qui ont tous été, presque tous, été à un moment ou à un autre membres du réseau DELEA. Voilà. Alors dans cet ouvrage, on n'a pas parlé encore de la préface et des conclusions. Donc je vais rapidement dire que la préface, elle a été faite par Gérard Sansevy, qui, comme l'a dit Catherine, avait dès le départ accompagné le réseau dès son départ, et elle lui a donné dès son départ une sorte de coup de pouce avec des pistes de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce réseau, qui était la première conférence du premier séminaire de rentrée d'ELEA, qui n'était pas un séminaire, mais la première rencontre, parce qu'on n'avait pas encore l'idée qu'on ferait des séminaires de rentrée. C'est pour ça que si on compte les numéros des rencontres, en fait, ça tombe bizarre, en fait. Parce que la première année, il y avait 2 rencontres. Enfin bon, bref. Voilà, donc merci Gérard. Il y a dans cet ouvrage aussi une conclusion qui a été réalisée par Brigitte Darchy-Coquelin, donc, qui a accompagné et contribué au développement du réseau pour le ministère de l'Éducation nationale, la DGESCO, alors le DRDIE à un moment, hein, Brigitte, puis le BIP. Depuis 2013, Brigitte était là, donc elle pouvait facilement parler de son point de vue sur le réseau, et elle l'a fait très bien dans cet ouvrage. Et puis il y a quand même quelqu'un d'extérieur au réseau qui a écrit un texte pour cet ouvrage, et c'est Lucie Mottier-Lopez qui a fait, ceux qui étaient là à la rencontre nationale l'année dernière ont entendu une conférence de Lucie, qui est professeure à l'Université de Genève et qui est une spécialiste de l'évaluation. Et donc c'est très intéressant parce qu'elle réfléchit à des façons d'évaluer les recherches participatives, et du coup elle a utilisé un peu ses lunettes d'évaluatrice de recherche participative et aussi de personnes expérimentées en recherche participative pour regarder l'ouvrage. Voilà. Je voulais dire une toute petite chose, c'est que l'introduction, elle est écrite entièrement au féminin, parce qu'on a essayé de la mettre en écriture inclusive, puis on n'y arrivait pas, puis après on s'est dit, on va faire comme d'habitude, on va la mettre au masculin, puis après on s'est dit, non, on va faire pas comme d'habitude, on va la mettre au féminin. Il y a 74 autrices sur les 98, on se dit que allez. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de parler de Gérard Sansevy, Luc Trouche et Jean-Charles Chaban comme des autrices de l'ouvrage. C'est une expérience intéressante, que j'ai aimée en fait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une belle couverture, qui est l'image d'un manteau de nuages. Alors il faut que je me dépêche, je pense, de dire qu'est-ce que c'est, pourquoi. Alors là, vous avez un faux manteau de nuages. Et là, c'est un vrai. Hein, d'accord. Qu'est-ce que c'est un manteau de nuages? C'est un châle de méditation bouddhique. C'est japonais, souvent. Et c'est une sorte de patchwork constitué avec différents tissus pour représenter le monde et se poser en position méditative. Alors on s'est dit, c'est bien pour le réseau DELEA, parce que le réseau DELEA, c'est un patchwork, vous êtes d'accord, on est quand même des morceaux différents accrochés ensemble, plus ou moins. C'est pour une position méditative ou réflexive, vous êtes d'accord aussi, ouais, hein, là on est en pleine, d'ailleurs vous êtes en posture dinato-méditative, hein, j'ai remarqué, le dinato est un petit peu plus fort que le méditatif, hein, mais attention, il y a des ateliers après. Ça représente une métaphore du monde, donc c'est pas mal parce que c'est aussi une métaphore du monde de l'éducation, le réseau DELEA.
c'est aussi un truc, une sorte de modèle heuristique pour penser l'éducation et pour penser la recherche en éducation. Donc ça va, c'est pas mal. Hein. Et puis c'est aussi quelque chose pour se transformer soi-même, donc pour se développer, pour développer la recherche en éducation et pour chaque praticien, chercheur et enseignant, pour moi les chercheurs c'est aussi des praticiens, pour se développer aussi. Voilà. Donc on espère que le livre ce livre qui va participer de ça, c'est-à-dire participer de la réflexivité, participer de laisser une trace de ce qu'a fait déjà le réseau, et participer de faire du lien entre les anciens membres du réseau et les nouveaux membres du réseau. Et voilà. Et donc on va écouter maintenant plusieurs membres du réseau, actuels et ou passés, qui vont nous parler de comment ça s'est passé leur écriture dans cet ouvrage. Alors, vous avez des petits flyers à l'extérieur. Ah oui, ça ressemble à ça. Voilà. Si, ça, vous pouvez en prendre. On va appeler Frédéric, on va appeler Samia et Mélissa. Voilà. Alors, nous avons invité donc des contributions, des contributeurs, autrices, puisqu'on dit tout au féminin, un chapitre de la partie 1 de l'ouvrage, et puis une co-autrice aussi d'un témoignage de la partie 2. Donc Frédéric, Mélissa et Samia qui vont se présenter, puis après je vais leur poser des questions. Je me lève. Bonjour, Mélissa Gomam, enseignante depuis 3 ans. Je suis membre du Léa depuis pas très longtemps, mais je suis présente aujourd'hui. Frédéric Charles, maître de conférence au LDR à Cergy. Samia Aknouch, enseignante en français. J'ai été membre du Léa Elsa Triolet de 2014 à 2017, puis du Léa Mirdep dans la continuité du Léa Triolet de 2017 à 2021. Bien, la première... Et je voulais juste ajouter que Mélissa et moi, on a fait partie du Léa Paul-Émile Victor qui questionnait dont l'idée était de questionner les sciences avec des albums de littérature de jeunesse. Voilà, c'était ça, on a oublié de dire ça. Merci. Donc, je vais poser 2 questions pour commencer, et puis vous aurez par chapitre ou témoignage 5 minutes, donc vous organiserez comme vous avez prévu. En fait, je vais en poser 2 à la première occurrence. C'est comment avez-vous procédé pour écrire votre contribution collectivement, puisque chaque fois il s'agit de collectif d'écriture. Et puis, question liée, qu'avez-vous retiré de l'écriture de cette contribution? Alors, vous commencez, Frédéric et Mélissa, concernant donc le chapitre de la partie 1. Et vous donnez le nom du Léa? Paul-Émile Victor. Du coup, Paul-Émile Victor. Donc, quand je suis arrivée, moi, j'étais encore toute jeune enseignante, encore plus que maintenant. Voilà, donc j'ai dû un petit peu observer au début, essayer de comprendre ce qu'était un Léa à la base. J'ai été très bien accueillie. En fait, je me suis tournée vers le Léa parce que ça m'a... le sujet sur les albums de fiction et la science m'a beaucoup intéressée. Pour écrire la contribution collective que nous avons réalisée ensemble, dès le début, en fait, on a fait une sorte de brainstorming. Chacun apportait son point de vue. Après, au niveau matériel, on s'est aussi organisé soit en présentiel, soit en visio. Ça, c'est très concret. Du coup, on utilise pas mal aussi Google Docs, forcément, pour collaborer ensemble quand c'est difficile de se voir. C'était un ensemble d'échanges pendant un long temps, de relecture et de discussion pour mieux réfléchir justement à ce qu'on allait apporter dans cette contribution. Bon, j'ajoute que c'était pas notre première contribution dans ce Léa. On avait déjà eu des expériences dans des revues interfaces, donc à chaque fois avec des profs d'école et puis des enseignants-chercheurs. Mais là, c'était notre première contribution totalement collective. Je me suis amusé tout à l'heure à compter combien on était, mais je crois qu'on est 12 en fait à avoir écrit. On a vraiment, c'est vraiment très, très rare ce genre
d'écrit. Donc Brigitte, elle a bien dit de combien de temps ça avait pris, donc très très longtemps. Concrètement, comment on a procédé, c'est la pilote du Léa, donc Catherine Bruguière, qui aurait aimé être là cet après-midi mais qu'à court. On va dire elle a piloté, elle a surplombé un petit peu l'ensemble de la structure du chapitre. Et puis après, on avait 3 cas qui sont venus un petit peu du brainstorming dont parlait Mélissa. Un premier cas qui était lié en fait avec l'arrivée de nouvelles professeurs des écoles. Après, il y a eu un deuxième cas qui était l'arrivée d'une doctorante qui venait en stage au labo et qui questionnait un peu nos concepts, un concept central, le concept de fiction réaliste. Et puis le troisième cas, c'était l'arrivée en fait d'une équipe brésilienne qui contribuait avec nous et qui nous obligeait en fait à questionner un petit peu nos séquences et nos ressources. Donc voilà un peu comment on s'y est pris. Et après, dans chacun de ces 3 cas, il y a eu des petites équipes, sachant qu'il y avait quand même des enseignants-chercheurs qui étaient affectés à certaines parties, des profs d'école aussi. Puis moi, je me souviens avoir navigué un peu entre différentes parties, par exemple. Et on va dire, il y a eu un gros travail de problématisation. Alors, qu'est-ce qu'on a retiré de cette production? Alors, quand on m'a posé la question tout à l'heure, j'avais pensé initialement, c'est quels étaient nos drafts, en fait. J'ai pensé, effectivement, comme l'a dit Catherine, on a retiré des images de qualité, ça nous a bien frustrés quand c'est paru. Donc, ouais. Qu'est-ce que moi j'en ai retiré, on va dire, là je réponds personnellement. Dans un Léa, j'ai l'impression qu'il y a 3 vies. Il y a la vie de l'enseignant-chercheur, son quotidien, sa pratique classique. Il y a la vie du professeur des écoles, puisque je travaille beaucoup avec les professeurs des écoles. Et puis il y a la troisième vie, c'est la vie du Léa, où c'est l'intersection des 2 vies, des 2 mondes en fait. Et moi, personnellement, quand on a produit et écrit cet article, j'ai découvert plus la vie des professeurs des écoles, encore plus que dans cette intersection que pourrait représenter le Léa. J'ai l'impression d'avoir été dans un ensemble que je connaissais pas. Donc, après, ça a permis quand même d'avoir une approche rétrospective. C'est un peu 3 ans dans la vie du Léa Paul-Émile Victor, notre chapitre. Si ça vous voulez lire ça, ce serait le titre bis. Et puis un autre aspect, c'est si on se dit qu'est-ce que j'en retire moi en tant qu'enseignant-chercheur de cette contribution scientifique, c'est en fait je suis 1 parmi 12 et dans la communauté scientifique quand on est enseignant-chercheur puis qu'on est 1 parmi 12, en fait c'est pas forcément quelque chose qui est très très reconnu, c'est-à-dire que vaut mieux travailler seul quand on est chercheur que de travailler à plusieurs. Donc ça questionne aussi le fonctionnement de la recherche en éducation et formation, c'est-à-dire que nous-mêmes, quand on est ici, un peu comme ce matin, on est toujours... c'est un positionnement un peu méthodologique et puis parfois militant d'être dans une recherche collaborative. Bien. Samia, donc? Alors, moi j'ai essayé de me replonger dans ce Léa Triolet et j'ai essayé de retrouver en fait le chemin qui nous avait engagé Sylvie Mousset et moi dans la coécriture d'un article. Donc en fait tout est parti de la sollicitation de la chercheure qui m'a sollicité donc par mail pour justement coécrire par courriel donc en me présentant le projet de coécriture, son contexte, la demande. Et donc j'ai retrouvé un message où elle me dit je souhaiterais t'amener à formaliser différemment, c'est-à-dire sans trop généraliser et sans trop faire appel aux différentes synthèses que nous avons élaborées, parce que ça faisait quand même longtemps qu'on travaillait ensemble. Je reprends la citation. Je te propose donc de vivre une instruction au sosie durant ce temps d'écriture pour t'aider à exprimer ton expérience de travail. Donc, une instruction au sosie, c'est une méthode proposée par Ivar Odon et ses collaborateurs dans les années 70, expérience proposée aux ouvriers de l'entreprise Fiat pour mieux comprendre leur travail. Et donc, c'est une expérience qui commence par ça. Suppose que je sois ton sosie et que demain, je me trouve en situation de te remplacer dans ton activité. Quelles sont les instructions que tu devrais me transmettre afin que personne ne s'avise de la substitution ? Donc à partir de là, Sylvie m'a envoyé en fait des articles concernant ce dispositif d'instruction au sosie.
donc de la documentation, également un article de Soja qui transpose un petit peu cette méthodologie à l'enseignement. Donc je me suis plongée dans tout cela, et elle a également impulsé le jeu d'écriture en commençant finalement à poser des questions et à formuler des réponses. Et donc moi, il s'est agi d'imiter en fait ce premier geste, ce premier mouvement, qui m'accordait finalement un droit à l'erreur en me laissant à mon tour compléter des réponses à des questions. Et donc Sylvie Mousset m'a écrit un message dans lequel elle me disait c'est exactement ça. Donc en quelque sorte, elle m'autorisait à écrire, hein, tout simplement. Et c'est là qu'a pu commencer ce travail de coécriture, facilité, c'est vrai, par la dimension dialogale et dialogique de l'instruction au SOSI, puisqu'il y a les questions et les réponses, donc c'est un peu socratique comme posture. Le fait, la clarté d'énonciation facile, le fait que quand elle pose des questions, elle amène à la reforme, elle reformule, elle fait des relances, elle fait des rappels, donc tout ça c'est autant de moyens en fait de susciter l'écriture, de faire cette anamnèse qui fait qu'on se replonge dans une expérience vécue de collaboration pendant 3 ans de manière très très naturelle, très simple, très facile, presque courante, fluide. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a pu coécrire grâce à ce dispositif. Donc que moi j'ai pu m'immerger dans les espaces de travail que je devais reconvoquer pour l'occasion. Ce que j'ai retiré de cette expérience, évidemment, c'est avec le recul, puisque c'était post Léa Triolet. Je n'étais plus dans Léa Triolet, mais en même temps, je prolongeais l'expérience parce que j'étais dans le Léa Mirdep qu'on a enchaîné tout de suite après. Donc c'était finalement une meilleure connaissance de moi-même au travail par le jeu de cette fiction méthodologique de l'instruction au SOSI, mais aussi par la possibilité assez nouvelle d'investir un nouvel espace. C'était l'espace d'écriture, justement. L'espace pour fixer l'expérience. Donc il y avait ce double jeu de réflexivité, donc de retour sur le passé, et en même temps d'explorer, de découvrir un nouvel espace. C'était une occasion donc de mettre mon activité au travail pour, en quelque sorte, la recycler, la réutiliser pour l'injecter dans le Léa Mirdep, puisque, comme l'expérience du Léa Mirdep, elle était entrée en germe avec le Léa Triolet. C'était assez simple pour moi de faire le lien entre les deux. Donc ça m'a réassurée aussi dans mon pouvoir d'agir en tant que correspondante Léa, et aussi en tant que finalement responsable de ce projet Léa dans mon établissement, donc in situ. Ça m'a réassuré cette expérience d'écriture. Et en plus, en tant que professeur de français, c'était vraiment quelque chose qui me parlait fortement. Voilà. Alors on va donner la parole à Mélissa, qui ne s'est pas exprimée sur ce qu'elle a retiré, elle, de l'écriture de cette contribution. Puis on passera ensuite à la 3e question. Pendant l'écriture, en fait, moi, ce que j'ai retiré, c'est que les meilleurs moments, quand même, c'est quand, au début, tout foisonne, on est un peu perdu parce qu'on a beaucoup de choses à apporter. Sauf qu'après, il faut s'organiser, forcément. Donc, on est obligé, après, de mieux cerner un petit peu le fruit de notre travail. J'ai donc trouvé que l'écriture m'a apporté un peu le fait de mieux centrer tout ce qu'on avait fait, parce que mine de rien, on parle beaucoup pendant les Léa aussi. Et on réfléchit énormément, ça nous aide justement à prendre plus de recul sur notre travail au bout de ces 3 ans. Et du coup, pour moi, c'est 1 an et demi à peu près que je suis restée pendant le Léa. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question. Je voulais parler de ce que ça peut apporter au lecteur. Moi, par exemple, je me mets à la place d'un lecteur. Je vais poser la question. J'anticipe trop. Oui, voilà. Alors, on va passer à la 3e question qui a été posée. Mais vous l'avez compris, la 3e question, c'est: que pensez-vous que ce texte pourra apporter au lecteur? Donc, Mélissa, on enchaîne, c'est parfait. Et du coup, pour répondre à cette question, en fait, je me suis dit, bon, et moi, alors qu'est-ce que j'aurais pensé si j'avais été lectrice de cette collaboration? J'aurais bien aimé, en fait, lire cette collaboration dès le début, comme ça, moi, j'aurais pu voir un petit peu
de loin toute la richesse des Léa parce que je me rendais pas compte au départ puisque forcément j'avais pas assisté au séminaire, je n'avais pas assisté à toutes les réunions. Donc par contre quand au fur et à mesure donc des rencontres etc. Et de l'écriture donc du chapitre et de tout le monde qui participait, je me suis dit ah oui quand même. Donc ça permet au lecteur de mieux comprendre un peu ce qui se passe et de mieux voir la place que nous tous on peut prendre justement dans ces Léa. Tous les chercheurs, tous les acteurs de la communauté éducative. J'étais contente aussi de voir les chercheurs et les professeurs des écoles, même très jeunes, collaborer ensemble, du coup. Et j'espère que ça continuera et que ça sera même amplifié, surtout que quand on est professeur des écoles et qu'on débute, on sort de l'INSPE, c'est plus l'ESP maintenant, on sort de l'INSPE et puis on a moins de moments quand même pour se poser et adopter une attitude réflexive par rapport à notre travail. Et ça me manque énormément, c'est pour ça que je suis très contente de faire partie du Léa et je me dis que ça peut donner au lecteur l'envie de participer et ça l'informera justement sur la présence et l'existence des Léa que je ne connaissais pas du coup il y a 10 ans du coup. Voilà, je ne savais pas que ça datait de 10 ans. Merci. Merci Mélissa. Toi, tu t'es positionnée comme lectrice et oui. avide de lire. Moi, je me suis posé la question quand elle m'a été posée de dire qui va lire qui va lire. Donc en fait, c'est plutôt nous là qui sommes dans la salle et donc je me suis dit que dans tous les cas, on pouvait parmi nous essayer de donner le livre, avoir donné envie de lire et puis de rentrer dans une recherche collaborative parce que c'est presque un plaidoyer ce livre pour les recherches collaboratives avec un côté grâce à la partie professeur, personnel, collège, lycée, etc. de l'aspect pratique, de voir à quoi ça correspond, parce que quand on dit recherche collaborative, je ne sais pas à quel moment vous êtes rentré dans un Léa, mais forcément vous ne deviez pas avoir idée de ce que c'était. Donc donner envie, susciter l'envie de devenir jeune ou pas jeune, etc. Après, je me suis dit, qu'est-ce on laisse comme contribution scientifique dans cet article. Il est organisé d'un point de vue chronologique, parce que c'est 3 ans successifs de la vie d'un Léa, mais malgré tout, ce qui est assez intéressant, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'il y a une circulation en fait des savoirs, et c'est ce qu'on met au jour un petit peu quand on lit cet article. Alors, entre le monde de la recherche, le monde de la pratique, et puis en lien avec des ressources que les Léa produisent. Et puis donc ça c'est un petit peu ce que produit le Léa, c'est un peu un output on va dire. Et puis il y a aussi on va dire on produit des nouveaux savoirs d'un point de vue de la recherche et notamment des concepts. Le concept qui était central à Paul-Émile Victor, c'était le concept de fiction réaliste. Et là finalement, il y a une contribution scientifique double, c'est-à-dire que dans le deuxième chapitre, le deuxième cas, on montre en quoi d'autres arrivants dans le Léa ont permis en fait de travailler le concept. Un concept, Jean-Louis Martineau, il dit toujours, ça sert à poser des questions. Et en fait, nous, ça nous a permis de poser des nouvelles questions et de transposer en fait la fiction réaliste qui était développée à l'école primaire au niveau du collège, dans le cadre de romans de fiction réaliste, avec une nouvelle collègue là, qui venait de Barcelone. Après, on avait produit des mallettes pédagogiques et didactiques. C'était plutôt cycle 2, cycle 3. Et là, cette fois-ci, on a dû se poser des questions, dans le premier cas et le troisième cas, en se disant, dans un premier temps, on avait des collègues qui venaient de l'école maternelle, avec Catherine Bruguère, Mohamed Soudani, Olfa Soudani, ils étaient plutôt sur cycle 2, cycle 3. Moi, je suis arrivé au S2HAP avec un peu l'étiquette maternelle, donc j'ai tiré un petit peu vers le cycle 1, et donc il y a eu des profs d'école maternelle, et donc en fait on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces mallettes, comment les transposer, donc ça nous a permis de questionner une ressource qui avait été produite par le Léa. Et le troisième cas, c'est une équipe de chercheurs et de praticiens du Brésil, vraiment constituée, qui ont aussi voulu transposer tout ce qu'on faisait, mais cette fois-ci, on va dire, le gros travail, ça a été d'une espèce de transposition socio-culturelle, parce que deux cultures différentes, 2 pays différents,
Et puis, ce qui a été testé par Luciana Baquès, c'était aussi de voir comment un même album pouvait être reçu, cette fois-ci, en changeant de milieu culturel. Alors, elle a travaillé dans les favelas, dans des milieux plus favorisés à Sao Paulo, etc. Donc, ça a vraiment aussi questionné les mallettes qu'on avait déjà produites. Voilà, c'était le choc des cultures, comme on parlait un peu ce matin. Alors Samia, Oui. qu'est-ce que le témoignage pourra apporter au lecteur ? Alors moi je pense que ce témoignage était en quelque sorte une porte d'accès à l'activité de quelqu'un d'autre, en tout cas le témoignage sous la forme de l'instruction au sosie. Donc à partir du moment où on écrivait, on savait qu'on serait publié, puisqu'on avait quand même essayé de répondre au cahier des charges. On saurait que finalement notre parole deviendrait publique, que cette expérience de collaboration devait être donc racontée à grain fin, dans son authenticité, dans ses détails, dans ses plis, dans ses replis, dans ses remous. Et donc, il s'agissait quand même de bien avoir en tête il fallait en fait restituer ce que nous avions, ce que moi personnellement en tout cas j'avais incorporé à travers l'expérience du Léa, des gestes par exemple professionnels, notamment en tant que correspondante Léa. Donc on arrive finalement à une deuxième perspective, c'est peut-être offrir une lecture pragmatique dans le sens où c'est un retour d'expérience, c'est une lecture qui peut servir à l'action en ce qu'elle donne une vision de l'activité du correspondant Léa dans un Léa et en ce qu'elle montre aussi le développement professionnel dans les postures d'accompagnement que peut proposer un correspondant Léa justement dans son établissement et au-delà, dans également le rapport au collectif, le correspondant Léa et comment est-ce qu'il va pouvoir, quelle stratégie il va pouvoir déployer pour justement pour que le collectif se forme, pour que le collectif dure, enfin il y a toutes ces problématiques-là. Donc moi il me semble que cette instruction au sosie, elle avait valeur de témoignage pour envisager le travail du correspondant Léa, pour comprendre en quoi ce travail consistait, par quelles actions il pouvait se traduire, quelles compétences il mettait en jeu, enfin ce genre de choses, les leviers mais aussi les obstacles. Donc je pense que voilà, il y avait un enjeu communicationnel, professionnel, informatif et puis même peut-être aussi éthique, puisque l'instruction au sosie elle mise quand même sur la spontanéité du témoignage et donc elle n'est pas un témoignage lissé, elle est un témoignage authentique. Et donc, elle peut mettre en avant des questions qui se sont posées, en tout cas dans mon espace de travail, en tant que correspondante Léa dans le Léa Triolet, par rapport à, je sais pas, à la collecte de données, au fait de filmer des collègues et ensuite de travailler sur de la vidéo au sein d'un collectif, voilà, tous ces éléments-là. Je pense aussi que c'est une manière singulière d'envisager la recherche, que ce témoignage, et plus précisément dans la recherche, la collaboration entre enseignants et chercheurs, puisque, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, l'écriture, c'est finalement un espace discursif où se tissent des liens, en l'occurrence des liens de complicité entre le chercheur et l'enseignant, complicité dans les manières d'amener l'autre à expliciter son travail, d'amener l'autre à s'ajuster au niveau méthodologique. Voilà, donc finalement, cette instruction au sosie, c'était aussi un levier de complicité professionnelle entre le chercheur et scientifique aussi, entre le chercheur et le correspondant. Dernière chose, il se trouve que l'instruction au sosie, c'est un dispositif quand même qui intéresse fortement la méthodologie de la clinique de l'activité, puisqu'il est proche de la réalité, proche du réel. Et donc, avec la chercheure, il y avait toujours quand même cette visée transformative. Et il se trouve que l'instruction au sosie, elle était vraiment une façon de recueillir l'activité au diapason du cadre méthodologique dans lequel on avait baigné pendant 3 ans. Donc finalement, c'était cette manière de procéder, elle allait vraiment de pair, elle épousait complètement les outils, le cadre, le discours qu'avait tenu la chercheure. Et c'est pour ça que c'était un exercice assez facile, si je peux me permettre, parce que c'était des choses finalement
qui n'était pas nouvelle, qu'elle nous avait toujours demandé, en tout cas dans les postures, dans la manière de présenter l'activité, qui faisait écho et qui pouvait faire écho pour d'autres. Voilà. Merci. Bon, merci Samia, Mélissa et Frédéric. Alors nous allons appeler maintenant Sophie et Catherine Hurtig-Delatte qui vont... Alors Catherine qui va nous présenter son point de vue de lecteur, justement. J'avais pas l'intention de venir au pupitre, mais comme je vais pas laisser Catherine toute seule, je vais m'asseoir à côté d'elle. Donc je vous présente Catherine Hurtig-Delatte, qui est enseignante du premier degré et formatrice, et qui actuellement est chargée d'études au Centre Alain Savary à l'IFE. On a dit tout à l'heure qu'on avait sollicité Catherine il y a très peu de temps. En effet, c'est il y a 10 jours, je crois, qu'on lui a demandé si elle accepterait de venir témoigner sur l'ouvrage. Catherine, elle est extérieure au réseau des Léa, mais elle est vraiment acculturée au Léa. Elle fait le lien entre les formations de formateurs de l'IFE et les Léa. Et elle vient régulièrement à nos rencontres. On la remercie. Et on te remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté ce défi. Catherine, est-ce que tu peux témoigner ce que cela t'a fait, d'entrer très discrètement, j'imagine, dans cet ouvrage et nous donner tes premières impressions? Oui, donc merci beaucoup pour cette sollicitation qui était effectivement un peu un défi puisque c'était seulement il y a quelques jours. En tout cas, j'ai trouvé la formulation de la question vraiment passionnante, de me dire qu'est-ce que ça t'a fait de lire ce livre. Ça demande de se regarder en train de découvrir un écrit et puis de s'auto-décrire qu'est-ce que ça fait. Donc évidemment, je vais commencer par dire que je n'ai pas lu l'ouvrage puisque voilà, c'est un pavé et que vu le temps que j'ai eu, ce n'était impossible. Et en même temps, la limite du temps, c'était tout à fait un avantage puisque ça m'a exonéré de l'ambition éventuelle de lire l'ensemble et de faire un retour sur l'ensemble, ce qui aurait été totalement impossible. Donc je suis partie à la découverte de cet imposant travail. Et voilà, c'est cette découverte dont je vais essayer de témoigner, parce que pour moi, elle s'est faite par étapes, avec plusieurs portes d'entrée, et ces différentes portes d'entrée ont provoqué chez moi des sentiments, des sensations très diverses, avec un peu des montagnes russes, qui ont finalement constitué un voyage peu anodin. Je vais essayer de vous raconter ce voyage. Alors la première porte que j'ai utilisée, c'est le teaser. Vous avez peut-être vu dans le programme de la journée, il y avait une petite vidéo. Donc voilà, la vidéo c'est accessible, donc j'ai cliqué sur cette vidéo et effectivement j'ai vu donc Catherine Loisy qui expliquait l'origine et les étapes de la constitution du livre, Gérard Saint-Sevy qui complimente la qualité du travail, et puis chaque responsable des 3 parties qui donne des repères, qui permettent de comprendre l'architecture de l'ouvrage. Bon, ce visionnage me met en appétit et je me sens bien en sécurité pour le voyage. Deuxième porte que j'ouvre, la préface de Gérard Saint-Sevy. Alors là, waouh! D'entrée, on entre dans la complexité du sujet. Si jamais je pensais qu'une recherche collaborative, c'est un long fleuve tranquille, je suis tout de suite prévenue qu'il n'en est rien. Parce que cette relation entre chercheurs et praticiens, elle est par nature asymétrique, qu'il y a plusieurs manières de la vivre, plusieurs manières de la penser et même de la théoriser. Donc là, loin de la tranquillité du teaser, je suis emportée sur un chemin perché sur les hauteurs de la montagne, direct, où je ne suis pas sûre de savoir cheminer toute seule. Il va me falloir des bâtons de marche, des cairns, voire un guide de montagne. Je vais y revenir parce que cette préface m'a vraiment fait beaucoup cheminer. Après la préface, je suis allée à la 3e porte d'entrée, l'introduction. Alors là, l'introduction beaucoup plus rassurante, à nouveau, un peu comme le teaser, qui détaille le sommaire posément, qui propose des problématiques accessibles. Et puis, donc là, je recomprends ce que le teaser m'avait dit, mais j'avais un peu oublié entre-temps. La structuration en 3 points, donc les apports pour la classe, les apports pour la formation, les apports pour la recherche, et dans chaque point, les entrées, contributions, témoignages complémentaires et synthèse. Bon, là, j'ai à peu près compris comment ça marche. Et puis, il y a encore une autre porte que j'avoue, j'ai un petit peu délaissée, qui est l'historique, qui a été vraiment détaillée tout à l'heure, mais là, voilà, je m'y suis pas penchée. Donc, je vais revenir un petit peu sur la préface, parce que celle-là, elle m'a, comme je vous l'ai dit, fait vraiment réfléchir. Donc, j'ai eu besoin de bâtons de marche, mais ces bâtons de marche, je les ai tout de suite trouvés dans des connivences de valeurs et de préoccupations. L'affirmation de la posture ouverte, qui m'a tout de suite parlé, que je reconnais vraiment dans ce que je connais d'Eléa. Le principe de coopération, qui fait la force d'Eléa et que je pratique par ailleurs. La nécessité d'une invention démocratique. Et puis la foi dans l'égalité des intelligences. C'est vraiment des mots très forts qui m'ont parlé et qui m'ont dit, finalement, je ne suis pas chez moi, mais je suis chez moi, quoi.
Et puis donc du coup, c'était autant de miroirs pour quelqu'un qui n'a jamais participé à un Léa, mais qui a eu de multiples autres expériences de collaboration et de collaboration asymétrique ou intermétier. Donc la question également, donc, dans ces collaborations, du dualisme entre le chercheur et le praticien, qui sont des choses qui me préoccupent énormément. Et là, je lis ce dualisme qui met les professionnels dans la pratique et les chercheurs dans la théorie. Il est sans cesse présent et en même temps sans cesse contesté. Donc ça m'a énormément parlé, puisque, dit Gérard Saint-Sauvy, chacun est force de proposition. L'idée également qu'il défend de la construction d'un arrière-plan commun, un arrière-plan qu'il dit protéiforme, mais qui va permettre d'avancer. Et il dit que du coup, la création d'un monde commun entre ces deux mondes va concerner à la fois la pratique habituelle et la manière dont les dispositifs élaborés vont la transformer. Donc, encore une chose qui m'a énormément parlé, donc cette dialectique entre agir, comprendre, transformer. Et du coup, cette dialectique-là, elle prend acte de l'existant pour le transformer, et il parle d'une démarche ascendante qui va partir de l'empirique pour aller vers le concept. Ascendante, ça monte, oui c'est ça, partir de l'empirique pour aller vers le concept. Donc finalement, je me dis, c'est bon, les bâtons de marche, je les ai, je comprends ce qui se raconte ici, pas de problème. Mais un peu plus loin, quand même, les choses se compliquent, il va falloir des quintes pour comprendre un peu mieux le chemin, parce qu'il y a des espaces qui sont moins connivants. Par exemple, la notion de ressources vives, ou de puissance documentaire des représentations, ça m'est un peu moins familier, mais malgré tout, c'est éclairant, puisqu'en fait, Gérard Saint-Sauvy parle d'idées régulatrices qui vont jalonner ce chemin entre action, documentation, conceptualisation, qui vont s'internourrir à chaque étape du processus de dialogue. Après, un peu plus loin, je manque de m'égarer un petit peu, quand il nous invite à considérer le réel avec une visée anthropologique, c'est-à-dire qu'il va dire comprendre le réel, ça concerne tout le monde, finalement, là encore, j'arrive à comprendre, et la transformation du réel qui aurait une visée ingéniérique, c'est-à-dire effectivement de construire des processus. Et il explique que dans cette collaboration entre enseignants et chercheurs, il va y avoir ce qu'il appelle une solidarité épistémique pour réussir finalement à rentrer dans cette démarche d'enquête. Donc ces allers-retours permanents entre théorie et pratique me parlent à nouveau vraiment. Ensuite, je me perds encore un petit peu quand il nous parle de paradigme indiciaire. Qu'est-ce que c'est que ces mots-là? C'est un objet étrange, mais finalement il s'éclaire quand on voit que c'est l'attention aux détails, et on retrouve bien ce qu'a dit Samia, en disant qu'il va falloir regarder chaque détail pour arriver à comprendre qu'est-ce que c'est que cette enquête. Et donc, produire des nouvelles visibilités, des nouvelles manières de voir le monde familier. Un peu plus loin, il va nous parler d'analogie paradigmatique. Bon, au début, j'ai pas compris, puis après, j'ai compris que, si j'ai bien compris en tout cas, ça part de la question de l'exemple qui est modélisable ou pas, qui est dynamisant ou pas. Et puis, il nous parle de l'ascension de l'abstrait au concret. Alors là, moi, j'avais cru que c'était du concret vers l'abstrait, mais en fait, non, c'est de l'abstrait au concret. Bon, donc là, j'ai failli tomber, mais je me suis dit, je me relève quand même. Et puis ensuite, il nous parle de la question des preuves statistiques, preuves culturelles. Et là, je me dis, ah oui, on est en plein dans la question des évidences basiques, du quantitatif, du qualitatif. Est-ce qu'on fait des preuves quand on fait des recherches collaboratives? Puis finalement, je retombe sur mes pieds quand il nous parle de paradigme de l'accomplissement. Ça me parle vraiment, puisqu'on parle de l'art de la mise en œuvre, et que ça, en tant que professionnel, ça me parle. Et puis, en fin de préface toujours, je m'excuse, je reste longtemps sur cette préface, j'ai trouvé 2 guides de montagne, en John Dewey et Jacques Rancière. Et vraiment, j'ai vraiment aimé ces citations, parce que John Dewey nous parle de démocratie, et nous permet de resituer ses recherches dans son côté politique, et parce que Jacques Rancière nous parle de maître ignorant, et d'un savoir qui ne signifie pas pouvoir. Donc, je suis à nouveau dans le partage des valeurs, et finalement, quand on parle d'essaimage, de nécessité de penser les choses dans la durée, de principe de coopération, à nouveau, je suis chez moi. Donc ce texte de préface, je m'y suis arrêtée un peu longuement, nous dit clairement que la lecture de l'ouvrage ne sera pas une promenade de santé à travers un catalogue d'actions, mais bien une randonnée qui va donner à penser et aussi à se positionner. Et ça, tant mieux. Donc je me sens enthousiaste à ce moment-là, mais un peu épuisée, et devant la porte d'un labyrinthe. Donc je fais une pause, je me dis, si ce livre est provisoirement mon maître, il est bien le maître ignorant, et il ne me délivre pas le chemin du savoir, mais il me commande, comme le dit Jacques Rancière, de m'aventurer dans la forêt des choses et des signes, de dire ce que j'ai vu, ce que j'en pense, le vérifier et le faire vérifier.
Vaste travail, mais en fait j'ai confiance. Je me dis qu'en sortant de la forêt, je vais reconvoquer toutes les découvertes, je vais construire des passerelles avec mes connaissances, mes expériences, mes convictions, et que ça va finalement fabriquer du savoir. Bon, la pause a assez duré, il faut peut-être rentrer dans le livre là. Petit problème encore, c'est que je suis très gourmande, que le menu est copieux et que mon temps est restreint. Comment je vais choisir? Donc là, je reviens à l'introduction, et puis je prends des repères. Je vois que dans la première et la deuxième partie, je vois un tas de thèmes, des problématiques, des niveaux d'enseignement, des disciplines. Cette profusion ne facilite pas mon choix, mais me donne quand même des balises. Alors, j'ai le choix. Soit je peux aller vers des contrées connues, par exemple l'enfance, arts et langage, c'est une action que j'ai connue, même en n'étant pas dans le Léa. D'autres séduisantes, par exemple, l'expérience du vécu dans l'enseignement des arts plastiques, du vécu spatial, ça me séduit, ça me parle énormément. D'autres totalement exotiques pour moi, comme l'algèbre ou le lycée professionnel. Bon, finalement, je vais faire un aveu, c'est que je n'ai pas fait de choix et que j'ai continué à me promener, j'ai fureté d'une contrée à l'autre et je me suis arrêtée nulle part. Donc en cours de balade, je commence à me faire la leçon. Non mais attention, tu n'es pas sur le site des Léa ici. Les recherches collaboratives ne sont pas juxtaposées les unes aux autres. Elles sont organisées pas n'importe comment. Donc je repense à l'organisation, classe, formation, recherche et je discipline un peu mon furetage. Alors du côté de la classe, les repères étaient très faciles, tout m'a intéressé, j'ai retrouvé mes propres pratiques de classe et mes curiosités. Du côté de la formation, j'ai eu des rebonds avec ma propre pratique de formatrice, l'analyse du travail, l'instruction au SOSI. Du côté de la recherche, j'ai retrouvé enfance, arts et langage, j'ai encore eu des repères. Et puis là, je me suis dit, je m'accroche trop à mes repères, il va falloir que j'aille voir les synthèses. Donc là, c'est là où il manquait un peu encore quelques nuits. Mais en tout cas, j'ai bien compris que les synthèses qui ont été faites vont servir à éclairer, à problématiser et à aller plus loin que le simple témoignage. Je suis trop longue, hein. Bon. Alors, j'en viens à la dernière porte de sortie, les conclusions. Donc, je suis allée les voir. La conclusion de Brigitte Daché-Coquelin, oui, je m'excuse, elle est là, mais je ne sais plus son nom. Bon, Daché-Coquelin m'a bien rassurée sur la prise en charge institutionnelle des Léa, que je connaissais déjà, mais voilà. C'est toujours rassurant, intéressant. Celle de Lucie Mottier-Lopez, elle m'a à nouveau un peu déstabilisée, parce qu'elle m'a dit que mon effort que j'ai fait tout le long pour me souvenir que les choses sont ici rangées dans des cases, en fait, il est presque vain, puisque ces cases sont en interconnexion et qu'elles font en permanence système. Donc j'ai beaucoup aimé être à nouveau déstabilisée, après avoir tenté de me ranger moi-même quelque part. Puis elle propose aussi d'autres classifications, et elle revient elle aussi à l'enjeu politique, à la question de l'émancipation, à la question de la recherche de la démocratie, et finalement de la question du rapport entre science et société, au-delà du rapport entre chercheurs et professionnels. À ce moment-là, je repense à Gérard Sansevy, et je me promets, en relisant, de débusquer les paradigmes, le paradigme indiciaire dans les détails, le paradigme de l'accomplissement dans l'art de conduire les recherches, celui de l'analogie dans les possibilités d'essaimer. Bon, de quoi garder ce livre sur la table de nuit. J'ai hâte qu'il sorte de mon ordinateur et qu'on puisse le feuilleter pour de vrai. C'est sûr. Donc, 17 novembre. 7 novembre, formidable. Je vais bien répondre à la deuxième, c'est beaucoup plus court.